Épisode 16. L'ouverture contre Sontonax. Bonjour et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. La dernière fois, on s'est quitté sur l'échec de Sontonax quand il a voulu remettre André Rigaud dans le rang dans la province du Sud. Cependant, on sait que Sontonax n'y a envoyé que des délégués. Il a aussi envoyé l'autre commissaire, Philippe Roum, à Santo Domingo pour prendre possession de l'ancienne colonie espagnole. Sontonax, lui, reste au Cap, car c'est là où ça se passe. Et là, il est engagé dans une lutte pour le pouvoir féroce avec Toussaint Louverture. Mais on verra aujourd'hui que c'est le général noir qui finira par l'emporter. Le premier chantier de Sontonax à son arrivée sur la colonie est bien sûr celui de l'économie. Et sur ce plan, il avalise la vision de Toussaint Louverture, à savoir qu'il faut absolument redémarrer les plantations et que le meilleur moyen d'y parvenir, c'est de maintenir les Noirs dans les plantations. Cependant, Sontonax ajoute son grain de sel en adoptant la politique de location de plantations à des particuliers inaugurée par Rigaud dans le Sud. Avec ce système, non seulement l'État reste propriétaire des plantations, mais génère aussi du revenu. En plus, l'État sous-traite les immenses besoins de remise en état des plantations à des intérêts privés. Mais là où Rigaud distribue les baux à ses frères de couleur, au nord, Sontonax veut éviter que les blancs et les gens de couleur ne soient les seuls à profiter de l'aubaine. Il organise donc un système de vente aux enchères publiques. Et pour favoriser l'accession à la propriété de la masse des cultivateurs, Sontonax met en place des coopératives. L'idée est que les anciens esclaves regroupent leurs fonds en un pot commun pour acquérir des terres lors de ces enchères publiques. Mais cette politique est un échec, parce que les cultivateurs ne font simplement pas le poids devant deux élites. Premièrement, il y a les anciennes élites blanches et de couleur. Julien Raymond, par exemple, dont vous vous souvenez que la famille a fait jadis fortune dans le Sud en rachetant des plantations en faillite, eh bien Julien Raymond, tout commissaire qu'il est, met à profit l'expertise familiale et acquiert un grand nombre de plantations. Deuxièmement, c'est vraiment là, au mi-temps de 1796, que les militaires noirs s'affirment comme la nouvelle classe dirigeante du pays. En effet, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et des dizaines d'officiers noirs, tous anciens esclaves, usent de leur pouvoir pour acquérir un nombre impressionnant de plantations. C'est le début d'une nouvelle ère, car les luttes sociales vont désormais opposer d'anciens esclaves entre eux. D'un côté les cultivateurs sans terre et de l'autre les militaires propriétaires. Cette dichotomie est essentielle pour trois raisons. Premièrement, c'est la matrice de beaucoup de luttes sociales à venir à Haïti. Deuxièmement, ce que ça montre, c'est que l'armée est désormais la seule voie de salut pour les Noirs qui veulent s'en sortir. Par conséquent, ces rangs grossissent, ce qui a pour conséquence de diminuer la main-d'œuvre disponible pour travailler dans les plantations. Effet pervers. Enfin, troisièmement, la dichotomie cultivateur-militaire est aussi politique. Vous vous rappelez qu'au dernier épisode, j'ai insisté sur une des innovations politiques du Directoire, à savoir l'abandon du suffrage universel au profit du suffrage censitaire. À Haïti,
Cela se traduit par le fait que le corps électoral est réservé aux propriétaires terriens. La majeure partie des anciens esclaves, elle, est ainsi exclue de toute participation politique. Quand donc, à l'été 1796, les commissaires organisent un scrutin pour élire les délégués de la colonie au Conseil des 500, seuls 5% de la population peut y participer. Le résultat des élections, c'est que les représentants qui siégeaient déjà à la Convention sont réélus. Et Jean-Baptiste Bellay, par exemple, conserve ainsi son siège. La nouveauté, c'est qu'il y a 2 nouveaux, justement, députés. Et ils s'appellent Étienne Lavaux et Léger-Félicité Santonax. Mais comment se fait-il, me direz-vous, que les 2 personnalités blanches les plus en vue de la colonie se fassent élire? Une seule réponse, Toussaint Louverture. Pourquoi? Eh bien, ce n'est plus un secret pour vous, chers auditeurs, que Toussaint Louverture a pour objectif de diriger la colonie. Par ambition personnelle, bien sûr, mais aussi parce que Louverture considère que c'est lui, et non les envoyés blancs de la métropole, qui peut garantir la pérennité de l'abolition de l'esclavage. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre les lourdes pressions que Toussaint Louverture exerce sur les votants pour qu'ils envoient Lavaux et Santonax à Paris. Du côté de Lavaux, pas de problème. Toussaint Louverture lui écrit en août 1796 et le convainc d'aller se refaire une santé en métropole. En effet, après 4 années éprouvantes sur la colonie, Lavaux a traversé beaucoup d'épreuves depuis son arrivée en 1792. Jugez donc, il a guerroyé contre les insurgés noirs, il a guerroyé contre les Espagnols et les Britanniques, il a connu la guérilla urbaine lors de la bataille du Cap, et enfin, il a été jeté en prison par Jean-Louis Villatte. Bref, lui dit Toussaint, un peu de repos ne vous ferait pas de mal, mon colonel. Toussaint Louverture, qui appelle Lavaux le meilleur ami des Noirs, le persuade qu'il ne peut y avoir à Paris de meilleurs défenseurs de la cause des Noirs que lui-même, Étienne Lavaux. Dans sa lettre, Toussaint termine en disant, je cite, « Vous serez élu », montrant ainsi l'influence qu'il exerce sur le processus électoral dans la colonie. Lavaux acquiesce et va siéger à Paris. Cela permet à Toussaint Louverture d'écarter donc là un rival potentiel. Mais il faut noter qu'après son départ pour Paris en octobre 1796, Lavaux va s'affirmer comme un défenseur acharné de la liberté générale et comme le supporter numéro 1 de l'action de Toussaint Louverture. Par conséquent, si Lavaux est peut-être victime de l'ambition de Toussaint Louverture, c'est aussi une victime consentante. Mais c'est une autre histoire avec Santonax, que Toussaint Louverture fait semble-t-il élire contre son gré. Depuis l'arrivée de Santonax, les 2 hommes observent une entente de façade, car aucun ne peut se permettre de se mettre l'autre à dos. Santonax a besoin de Toussaint Louverture pour maintenir l'ordre et combattre les Anglais. Louverture, de son côté, ne peut pas se permettre d'entrer dans l'illégalité en tentant un putsch à la Villatte. Signe de leurs bonnes relations affichées, Santonax promeut Toussaint Louverture au grade de général de division, quelques mois après son arrivée, et décrit le général noir comme, je cite, un homme digne de l'estime des républicains par son courage et son attachement à la liberté. Fin de citation. Ensuite, ayant appris que Toussaint voulait envoyer ses enfants étudier en France,
Sontonax fait jouer ses relations et en juillet 1796, Isaac et Placide embarquent pour la France. Enfin, en mai 1797, Sontonax nomme Toussaint Louverture commandant en chef de l'armée de Saint-Domingue. Mais les choses se gâtent après cette nomination. D'abord, les deux hommes ne sont pas d'accord sur la place des émigrés blancs. Louverture veut une amnistie généreuse pour encourager les ex-planteurs blancs à revenir relancer l'économie. Sontonax, lui, est plus dogmatique. Il est hostile au retour de ces contre-révolutionnaires royalistes, dont beaucoup ont pris la route de l'exil à cause du commissaire. Je vous renvoie à la bataille du Cap à l'épisode 10. Deuxièmement, sur le plan militaire, Sontonax et Louverture s'affrontent parce que Sontonax s'immisce de plus en plus dans les responsabilités de Louverture. Il encourage notamment le général à démobiliser certains de ses hommes afin qu'ils retournent dans les plantations. Dans le même temps, Sontonax réclame des renforts à Paris. Cause toujours, répond donc Toussaint quand on lui demande de démobiliser, parce qu'il sait que son salut politique repose exclusivement sur sa puissance militaire. Mais plus fondamentalement, ce qui met Louverture et Sontonax en concurrence, c'est que les deux hommes se disputent le soutien de la population noire et, partant, le pouvoir politique que ce soutien confère. Et cela se voit dans les slogans qui apparaissent lors de révoltes de cultivateurs. Révolte de cultivateurs, me dites-vous? Eh oui, ce n'est pas parce que les cultivateurs sont théoriquement libres qu'ils acceptent de continuer à effectuer les mêmes tâches que quand ils étaient asservis. Et parce que Toussaint Louverture, comme Sontonax, veut absolument maintenir l'économie de plantation, il doit faire face à plusieurs révoltes dès le moment où il conquiert ses premiers territoires en 1794. Or, Louverture n'a aucune réponse adéquate en face des Noirs qui lui disent que la liberté, c'est autre chose que de continuer à travailler dans les plantations. Il se contente de répéter, je cite, « S'ils voulaient conserver leur liberté, il leur faudrait se soumettre aux lois de la République, être dociles et travailler. » Fin de citation. Vous vous doutez bien que cela ne convainc pas les cultivateurs. Alors, Louverture envoie Dessalines ou Moïse mater les rébellions dans le sang. C'est ce qui se passe en janvier 1795 dans l'Artibonite, puis en février 1796 à Port-de-Paix avec le leader Étienne Daty. Cette fois-ci, Louverture tente l'apaisement et nomme même Daty à un poste militaire local. Peine perdue, car dès le mois de mai, Daty reprend les armes et Louverture doit envoyer Dessalines restaurer l'ordre. Mais peu de temps après le scrutin de l'été 1796, Étienne Daty mène encore une autre révolte à Port-de-Paix. La différence cette fois-ci, c'est que, outre les revendications usuelles, les rebelles de Daty semblent protester aussi contre l'annonce d'un départ possible de Sontonax. On les entend crier, je cite, « Longue vie à Sontonax » quand ils attaquent les habitations. Cet épisode convainc un peu plus Sontonax qu'il doit rester sur place et utiliser sa popularité pour remettre la colonie sur les rails. Il décline donc l'offre de siéger à Paris aux grandes dames de Toussaint Louverture. Louverture fait exécuter Daty, écrase ce qui reste de la rébellion et passe au plan B pour expulser Sontonax de force. Les événements qui vont mener à l'expulsion de Sontonax sont entourés de mystères. Et ce qu'on en sait provient essentiellement des rapports
que Toussaint Louverture a envoyé au Directoire. On n'est donc pas obligé de croire sur parole Louverture quand il affirme qu'en décembre 1796, Sonthonax vient lui parler et lui propose de déclarer l'indépendance de la colonie et d'en chasser tous les Blancs. Toussaint affirme qu'il a refusé cette offre scandaleuse par fidélité à la République. Cependant, Toussaint affirme que Sonthonax, après l'avoir nommé chef de l'armée de Saint-Domingue en mai 1797, revient à la charge et lui propose encore de déclarer l'indépendance de la colonie. Louverture affirme avoir été choqué par cette deuxième proposition et se décide là même à exiger le départ immédiat de Sonthonax au nom des intérêts de la colonie. Sonthonax dit OK, mais il ne s'en va pas. Au contraire, il mobilise ses partisans et les fait descendre dans la rue. Mais dans ce bras de fer, Toussaint possède une ressource que Sonthonax n'a pas, c'est-à-dire l'armée. Le 20 août, Louverture pose un ultimatum à Sonthonax, dans un courrier signé aussi par plusieurs généraux noirs, dont Christophe et Moïse. Louverture et ses généraux expliquent à Sonthonax que la colonie est maintenant sur des bons rails et que l'heure est venue, je cite, d'aller dire à la France ce qu'il avait vu et de défendre la cause dont ils demeureraient les éternels soldats. Fin de citation. La menace est à peine voilée et Sonthonax est dos au mur. Il est donc obligé de quitter Haïti quelques jours plus tard. Que penser de ce récit de Toussaint Louverture? D'abord, il est difficile de croire que Sonthonax lui a proposé de déclarer l'indépendance. C'est sûrement un mensonge éhonté dont le but est de discréditer le commissaire à Paris. Car cette accusation de séparatisme, c'est déjà une accusation que beaucoup de planteurs réactionnaires lancent à l'encontre de Sonthonax. Non, ce qui pousse Toussaint Louverture à agir, c'est sûrement, disent les historiens, l'arrivée au pouvoir en France, en mai 1797, d'une vague de députés réactionnaires et royalistes alliés au lobby colonial. Louverture est au courant de cette victoire des réactionnaires, car il suit de près l'actualité internationale. Il reçoit régulièrement des journaux républicains parisiens, mais aussi des rapports de ses agents de Philadelphie, Londres ou Paris. Louverture n'est donc pas surpris de la victoire de la coalition contre-révolutionnaire aux élections législatives d'avril 1797. Or, ces nouveaux députés comptent bien réussir là où ils ont échoué auparavant, c'est-à-dire revenir sur l'abolition de l'esclavage. Pour ce faire, ils mettent immédiatement à leur ordre du jour législatif deux priorités. Premièrement, poursuivre Sonthonax en justice, et deuxièmement, envoyer une expédition militaire restaurer l'ordre à Haïti. Et c'est dans le cadre de cette campagne organisée et stridente contre l'émancipation qu'il faut replacer un discours qui fait très grand bruit, celui de Viénot-Vaublanc, le 20 mai 1797. On y reviendra dans 5 minutes. Quand il est mis au courant de ces derniers développements, Louverture comprend le risque existentiel qu'encourt l'émancipation. Il met donc au point un plan pour non seulement repousser les velléités réactionnaires de Paris, mais aussi s'affirmer comme l'unique et seul leader de la colonie. Je le redis, Louverture est persuadé que seul un noir comme lui peut garantir qu'aucun futur gouvernement français ne revienne sur l'abolition de l'esclavage à Haïti. D'autre part, il veut calmer les ardeurs des réactionnaires de Paris et gagner un peu de temps.
Il leur livre donc la tête de Sontonax sur un plateau parce qu'il sait que c'est leur ennemi mortel. Et en cela, il voit très juste, car à l'insu de l'ouverture, le Conseil des 500 a déjà décidé le 3 juin de rappeler Sontonax pour le traduire devant les législateurs. L'expulsion de Sontonax en août est donc une manœuvre politique super astucieuse. Toussaint Louverture affirme son autorité en se débarrassant d'un rival et en même temps il calme les députés pro-esclavage à Paris. En plus, sa dénonciation des velléités séparatistes de Sontonax cimente sa propre posture de républicain alors même qu'il vient d'expulser la présence républicaine de la colonie. La République à Haïti, c'est désormais Toussaint Louverture. Mais l'ouverture sait que l'expulsion de Sontonax ne suffira pas à contenir l'avancée du lobby colonial. Il décide alors de se lancer dans une campagne de communication tout azimut pour répondre en particulier au discours de Vaublanc dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce député est issu d'une famille de propriétaires d'esclaves qui a été ruinée par l'insurrection de 1791. Et son discours à la Chambre ébranle Toussaint Louverture. Pourquoi? C'est un discours classique, manifeste, anti-liberté générale, qui reprend tous les stéréotypes sur les Noirs qui avaient cours avant 1791. Mais ce qui alarme Toussaint Louverture, c'est que c'est un législateur, un député qui prononce un tel discours à la Chambre. Il décide donc d'écrire la réfutation de quelques assertions d'un discours prononcé au corps législatif le 10 prairial en 5 par Vienno Vaublanc. C'est un peu long, mais c'est le titre du document qu'écrit Toussaint Louverture. Il envoie un exemplaire au directoire et d'autres exemplaires à ses agents à Paris afin que son pamphlet soit imprimé et distribué. Je ne peux pas citer le document en entier, mais quelques points saillants. D'abord, l'ouverture répond aux stéréotypes sur la stupidité des Noirs en faisant la distinction entre ignorance et stupidité. Les Noirs sont ignorants, oui, stupides, non. Et s'ils sont ignorants, c'est la faute des anciens propriétaires d'esclaves comme Vaublanc. Deuxièmement, l'ouverture répond aux racines de Vaublanc dont le discours est plein du stéréotype sur la violence et la sauvagerie des Noirs. Toussaint répond, je cite, « Si parce que quelques Noirs ont commis des cruautés, on pouvait arguer de là que tous les Noirs sont cruels, on aurait le droit d'accuser de barbarie les Français d'Europe. Et que dirait le citoyen Vaublanc si, parce que la Révolution a produit des Marat, des Robespierre, des Carrier, parce qu'elle a produit les scènes sanglantes de la Vendée, les massacres, l'égorgement d'une grande partie de la Convention, une voix s'élevait de Saint-Domingue et criait au peuple français « Hommes indignes de la liberté, vous n'êtes faits que pour l'esclavage ». Fin de citation. Et cet argument sur la terreur porte, car le directoire est contrôlé par des leaders qui n'ont qu'une seule envie, tourner la page de la terreur. Ensuite, l'ouverture s'attaque à l'assertion selon laquelle le chaos règne sur la colonie maintenant que les Noirs sont aux commandes de l'armée. Sous-entendu que seuls les Blancs sont capables de commander. Toussaint appuie alors là où ça fait mal pour les planteurs blancs, à savoir leur collaboration avec l'Angleterre. Je cite, « Et puisque les Blancs à Saint-Domingue sont les seuls vrais Français, entend-il sous cette désignation les traîtres salariés par l'Angleterre, ceux qui, à la suite de trahisons odieuses, ont introduit cette nation perfide sur le territoire de la liberté ?» Fin de citation. Enfin, l'ouverture conclut qu'au lieu de menacer d'un retour à l'esclavage, les Blancs devraient embrasser la liberté générale et collaborer avec leurs anciens esclaves. Et si d'aventure ils veulent rétablir l'ordre ancien,
le peuple de Saint-Domingue n'aurait d'autre choix que de, je cite, défendre la liberté que la Constitution lui garantit. Fin de citation. À bon entendeur, salut. Et ce plan com est mis en place en même temps que l'ouverture expulse Sontonax. L'idée étant que aussi bien le commissaire que les pamphlets arrivent en même temps en France. La réfutation que je viens de paraphraser est adressée aux députés et au grand public. Mais tout ça exprime aussi le besoin de communiquer directement avec les 5 directeurs qui constituent le pouvoir exécutif. Et on va terminer aujourd'hui avec sa fameuse lettre, datée du 8 Brumaire en 6. Dans ce courrier, l'ouverture poursuit 2 objectifs. D'abord se mettre le directoire dans la poche, et il n'y va pas de main morte en matière de caressage dans le sens du poil. Je cite, « Il tient à vous, citoyens directeurs, de détourner de dessus nos têtes la tempête que les éternels ennemis de notre liberté préparent à l'ombre du silence. Mais non, la main qui a rompu nos chaînes ne nous asservira pas à nouveau. La France ne reniera pas ses principes, elle ne nous enlèvera pas le plus grand de ses bienfaits, elle nous protégera contre tous nos ennemis. Elle ne permettra pas que ses principes soient détruits et que son décret du 16 Pluviose, qui est un honneur pour toute l'humanité, soit révoqué. » Fin de citation. En gros, vous êtes de vrais révolutionnaires, citoyens directeurs, et jamais vous ne reviendrez sur l'émancipation. Mais Toussaint lance aussi un avertissement dans un passage qui est cité dans tous les ouvrages. Je ne vais pas y en reste, je vais le citer moi aussi. Je cite, « Mais si, pour rétablir l'esclavage à Saint-Domingue, on faisait cela, entendez revenir sur le décret du 16 Pluviose, alors je vous le déclare, ce serait tenter l'impossible. Nous avons su affronter des dangers pour obtenir notre liberté, nous saurons affronter la mort pour la maintenir. » Fin de citation. L'avertissement de l'ouverture est clair. Et pour le commenter, je vais laisser parler un autre grand caribéen, le Trinidadien C.L.R. James, qui dit de la lettre du 18 Brumaire que c'est, je cite, « un chef-d'œuvre de prose, et aucun autre écrivain de la Révolution n'a fait mieux. » Toussaint, aussi peu instruit qu'il fut capable de parler comme Diderot, Rousseau, Raynal, etc. Toussaint fut capable de défendre sans réserve la liberté des Noirs, ce qui donna à sa déclaration une force rare dans les grands documents de l'époque. Cela, la bourgeoisie française n'est pas arrivée à le saisir. Il faudra que des torrents de sang coulent avant qu'elle comprenne que ce que Toussaint avait écrit n'était ni emphase ni rhétorique, mais simplement et sobrement la vérité. Fin de citation. Pas mieux. Mais le temps que Sontonax arrive en France ainsi que tout le plan com de l'ouverture, le paysage politique français aura encore changé avec le putsch du 18 Fructidor. Bonne ou mauvaise nouvelle pour l'ouverture? Eh bien, c'est ce qu'on verra la prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien et salut, hein!